Bonus. Trax. Que vous connaissiez ou non les univers de Warhammer, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà rencontré un mème les concernant. Des commentaires qui citent Feel Your Pains à ceux qui hurlent hérésie ou exterminatus en lettres majuscules, en passant par des images dépeignant les taux comme de grands amateurs d'animation japonaise ou les Ultramarines comme toujours en retard, ces mèmes font désormais partie intégrante des mondes de Warhammer, pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est surtout le pire qui va nous intéresser dans ce nouvel épisode du Lane Rider. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Lane Rider pour un nouvel épisode où, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des mèmes ou des mimes. Je fais un petit point de prononciation pour commencer. Vous êtes au courant que c'est un terme anglais, donc on devrait le prononcer mime et non mème, mais vous connaissez le dicton We are in France, we speak French, donc je vais sans doute utiliser le terme de mème pour parler de mime ou intervertir les deux au fur et à mesure de cette discussion, de ce monologue que je vous propose aujourd'hui. Ne m'en voulez pas, mais au juste, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un mème ? Alors j'ai pris deux définitions pour nous aider. D'abord, il y a celle du Oxford English Dictionary, on parlait d'anglais. Alors selon eux, un élément culturel ou comportemental qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par d'autres moyens non génétiques. Alors ça nous avance pas beaucoup comme ça, donc j'ai été trouver une seconde définition, comme je vous le disais, qui vient de Beats, une excellente émission d'Arte que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube désormais. Leur définition du mime est la suivante. Donc dans sa forme la plus sommaire, un mème internet est une idée ou un concept simple propagé à travers le web. Cette idée peut prendre la forme d'un hyperlien, d'une vidéo, d'un site internet, d'une image, d'un hashtag, d'un personnage récurrent, d'un gif ou simplement d'une phrase ou même d'un mot. Ce mime peut être propagé par plusieurs personnes par le biais de réseaux sociaux, de blogs, de messageries instantanées, d'actualités et d'autres services internet. Donc là, on commence à qualifier un peu mieux ce qu'est un mème, mais comme on le voit, ça peut prendre toutes sortes de formes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les mèmes pourraient presque se confondre ou se définir comme une forme d'humour à part entière, tant ils sont devenus récurrents dans le paysage à la fois du hobby, mais pas seulement plus largement de la culture populaire. Mais essayons quand même, peut-être pour mieux définir ces mèmes, de les appliquer directement au hobby. Et pour cela, je dirais que finalement, le mème Warhammer, c'est une image ou un ensemble d'images qui sont le plus souvent complétées par un texte, qui vient synthétiser ou parfois parodier les univers de Warhammer, aussi leurs figurines, souvent leurs personnages, mais également les wargamers eux-mêmes, voire l'entreprise de Games Workshop. Donc ça fait quand même beaucoup de monde et beaucoup de formes potentielles, et justement c'est ce qu'on va explorer dans ce nouvel épisode. Alors maintenant qu'on en connaît un peu plus sur la forme et la définition des mèmes, je voulais un petit peu revenir sur leur histoire, du moins leur histoire au sein de celle des univers de Warhammer, comment ils se sont mélangés à ces deux univers, trois univers, parce que forcément on a Age of Sigmar qui a donné son lot de mèmes, mais avant ça, il y avait quand même le Vieux Monde, et lui aussi était sujet à cette forme d'humour, vous vous en doutez. Alors, pour un petit peu remonter le temps, j'ai utilisé ma propre machine, à savoir mes souvenirs, et j'ai essayé de me rappeler quel était le premier mème Warhammer que j'avais pu rencontrer dans ma petite vie, et je crois, sans trop me tromper, que c'est un mème. Je ne sais même pas si on appelait ça un mème en fait à l'époque. J'ai souvenir de motivators ou démotivateurs, peut-être que les gens qui ont connu cette époque, je pense qu'on est au début des années 2010, donc là je vous parle d'un temps que les hobbyistes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais en tout cas à l'époque, alors c'était le plus souvent une image encadrée de noir, avec un espèce de texte immense en police blanche, très, sobre, où il y avait soit le nom puis une petite phrase, soit directement une petite phrase, et en l'occurrence le premier mime que j'ai vu, c'était un Lehman russe. Je ne crois pas que ça soit une image officielle, donc une illustration de Lehman russe dans laquelle
on trouvait à la tourelle un commissaire qui sortait du char et qui du coup avait le sabre au poing et un doigt envoyé vers les ennemis hors champ. Et du coup, la petite légende, le texte sous cette image nous disait sous-entendu, ou plutôt traduit en anglais, approchez-moi de l'ennemi, je veux les attraper, je veux les combattre avec mon épée. Donc une image forcément un petit peu rigolote pour les gens qui ne connaîtraient pas Warhammer, parce qu'ils se disent, bah attendez, cet homme est dans un tank, qu'est-ce qu'il fait avec une épée sur la tourelle? Mais pour ceux qui justement connaissent Warhammer 40 000, cette image prend tout son sens, et c'est un petit peu le décalage finalement entre les deux interprétations qui crée l'humour dans le cas de ce même précis. Et c'est certainement le premier que j'ai vu, le premier que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, parce que j'étais tout fier de voir mon univers favori être immortalisé sous la forme d'un mème. À l'époque, ils sont d'ailleurs pas vraiment nombreux, tous ces mèmes autour de Warhammer 40 000. On en trouve quand même quelques-uns, mais qui globalement tournent autour, je dirais, de 3 grandes idées. La première des idées dont je me suis souvenu, c'est le terme de hérésie, qui était utilisé à tout bout de champ. Donc on montrait n'importe quelle image détournée, donc je ne sais pas, des gardes impériaux qui lisent de la pornographie avec des Eldar dedans, des gens qui tendent la main à un extraterrestre, et en dessous on voit hérésie marquée en caps lock, et donc c'est forcément drôle parce que tout est un petit peu hérétique finalement quand on regarde de près l'univers impérial, en tout cas dans Warhammer 40 000. Donc c'était beaucoup ce genre de choses, et d'ailleurs c'était repris au-delà des mêmes, comme on le disait tout à l'heure, pas forcément sous forme d'image, mais aussi sous forme de texte ou de réponse. Et donc c'est vrai que parfois on pouvait arriver sur des forums ou sur des premiers groupes Facebook, poster quelque chose, et si quelqu'un n'aimait pas ce qu'on postait, et bien plutôt que de nous dire pourquoi, il utilisait hérésie en majuscule, et ça suffisait. Donc c'était un petit peu la première déclinaison de mème qu'on trouvait, en tout cas à l'époque. La seconde à laquelle j'ai tout de suite pensé, c'est un petit peu à la manière d'hérésie, c'est le terme exterminatus. Donc si vous ne savez pas ce que c'est dans Warhammer 40 000, c'est quand l'Imperium décide qu'une planète est justement trop hérétique ou trop avancée dans sa damnation pour pouvoir être sauvée, et donc on préfère la condamner, la détruire depuis l'orbite en déclenchant ce qu'on appelle un exterminatus, souvent pratiqué par d'énormes vaisseaux qui vont bombarder la planète depuis l'orbite. Donc du coup, l'exterminatus, on le trouvait souvent, parce que c'est vrai que c'est, je pense, l'une des images les plus fortes et les plus stupides de Warhammer 40 000, dans lequel finalement, l'exterminatus, c'est un peu l'étoile noire de Star Wars, mais sauf que, voilà, dans Star Wars, il y en a déjà 3, c'est quand même beaucoup, et elles détruisent quelques planètes, mais dans Warhammer 40 000, c'est un peu un jeudi comme les autres, un exterminatus, donc forcément, il y avait toujours un petit peu des gags là-dessus, et des images assez fortes, où on voyait des planètes se faire détruire, mais finalement le commentaire laissait entendre que c'était plutôt normal pour cet univers. Donc effectivement, c'était un petit peu la seconde déclinaison des mèmes les plus populaires, en tout cas d'après mes souvenirs. Bien sûr, je me base quand même sur ce qui est de l'ordre de l'anecdote, donc je vous inviterai en commentaire de ce podcast à me dire si vous avez connu cette époque du début des années 2010 et des mèmes Warhammer, et bien me dire vraiment, sincèrement, ce dont vous vous souvenez. La dernière catégorie dont je me suis souvenu, on va dire, dans ce début, dans cette genèse des mèmes Warhammer, qui est le plus souvent été des mèmes Warhammer 40 000, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais la popularité du petit frère futuriste de Warhammer Fantasy Battle faisait que c'était quand même souvent des mèmes sur Warhammer 40 000 qu'on trouvait, mais aussi peut-être des mèmes sur Warhammer 30 000, puisqu'au début des années 2010, l'hérésie d'Horus est quand même pas mal avancée, et elle a déjà une certaine popularité, y compris en dehors des cercles, on va dire, les plus versés dans les mondes de Warhammer. Et donc, on voit apparaître énormément de mimes qui concernent les Primarques. Donc, on est plutôt 10 000 ans avant, on est complètement dans le côté préquel de Warhammer 40 000, et c'est vrai que les Primarques sont des personnages tellement plus grands que nature, à la fois shakespearien, mythique, tragique, on se dit forcément, il y a matière à faire des mèmes, notamment aussi parce que la moitié d'entre eux sont quand même un petit peu dérangés dans leur tête, et donc ça fait l'objet de nombreux mèmes qui vont parodier ces différents personnages plus grands que nature, et là aussi c'était une déclinaison très populaire de l'époque.
J'ai volontairement exclu de ces mèmes de l'époque tout ce qui tourne autour des jeux vidéo et notamment de Dawn of War, parce que ce soit Dawn of War ou Dawn of War 2 qui était déjà sorti si je ne dis pas de bêtises, et peut-être même ses extensions, eh bien eux-mêmes donnaient lieu à un certain nombre de mèmes comme pas mal de jeux vidéo populaires de l'époque, mais c'était pas forcément des mèmes qui concernaient directement les univers de Warhammer 40 000, mais peut-être eh bien l'application qu'ils en faisaient dans le gameplay ou dans les histoires qui étaient racontées dans ces jeux, notamment par exemple la tendance des Bloodraven à donc les Space Marines qui ont le chapitre de Space Marine pardon qui a été inventé pour Dawn of War et qui du coup sont souvent présentés un petit peu comme des voleurs d'artefacts qui vont aller aider d'autres chapitres mais simplement pour leur récupérer quelques reliques au passage. Donc il y avait pas mal de choses autour de ça dont je me suis également souvenu, et d'ailleurs pour la petite anecdote, le fameux mème Drive Me Closer avec du coup le commissaire en tourelle d'un Lehman russe peut être reproduit dans Dawn of War 2 Rétribution, c'est sa dernière extension puisque vous avez la garde impériale qui est jouable et l'un des personnages avec lesquels vous pouvez commencer c'est le commissaire ou le seigneur commissaire, je ne sais plus exactement, et lorsque vous le placez dans une chimère, donc un transport, donc c'est pas un Lehman russe, donc ça on peut pas forcément reproduire le même à l'identique, mais si vous le placez dans une chimère, il y a de grandes chances qu'il utilise cette réplique, qu'elle soit déclenchée par le jeu vidéo, comme quoi déjà à l'époque les mêmes trouvaient une certaine forme d'audience auprès des développeurs de Dawn of War. Alors depuis Dawn of War et tous ces mèmes, on va dire un petit peu préliminaires, originels de Warhammer 40 000, eh bien Internet a beaucoup évolué, la culture du mème aussi, et forcément Internet est désormais inondé de mèmes et sous toutes les formes, donc forcément un certain nombre d'entre eux sont des mèmes Warhammer 40 000, mais ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que ces mèmes étaient peut-être d'abord faits par la communauté et destinés à la communauté donc de Wargamers, de fans de Warhammer, mais de plus en plus, on voit que ces mèmes-là ont quand même, pour certains d'entre eux en tout cas, pas tous, la capacité de percer au-delà du cercle, on va dire, un petit peu classique des fans de Warhammer et de Warhammer 40 000, pour devenir des images, des phrases qui reviennent peut-être dans la bouche de gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin Warhammer 40 000, jamais peint une figurine, etc. Alors est-ce que c'est une mauvaise chose ? On va en discuter dans ce podcast, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. On remarque que ces mèmes deviennent une forme de rayonnement des univers de Warhammer dans la culture populaire. On a essayé d'établir une définition, on a essayé d'établir un petit historique, donc maintenant il faut que je rentre un petit peu dans la partie vie ma vie de ce podcast pour vous raconter un petit peu quelle est ma perception finalement de ces mèmes, de leur popularité grandissante, et bien pour tout vous dire, je dois avouer que j'étais plutôt client. Et quand j'utilise l'imparfait c'est bien parce que j'étais client à l'origine, mais qu'aujourd'hui ça a tendance un petit peu à moins me plaire, et je vais tenter d'expliquer pourquoi sans passer pour un vieux con. Alors, je trouve que les mèmes Warhammer 40 000 illustrent particulièrement bien ce que j'aime dans les mèmes de manière générale, c'est ce côté un peu private joke. Pour moi, un mème qui fonctionne applique un petit peu la loi des rendements décroissants, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il soit un petit peu viral, populaire, certes, mais pas trop, parce que plus on voit fleurir un mème et plus on le voit être décliné, parfois c'est vrai que ça peut donner lieu à des déclinaisons qui sont vraiment marrantes, mais souvent ça a tendance à lui faire perdre un peu de sa magie, de sa saveur, et de, son côté un petit peu incisif. Ça devient du coup pour moi un petit peu moins savoureux, et c'est vrai que les premiers mèmes de Warhammer 40 000, à l'inverse, l'étaient tout particulièrement, puisque c'était des mèmes qui s'adressaient quasi uniquement en fait aux gens qui connaissaient déjà Warhammer 40 000 et qui en apparence semblaient complètement stupides. Et donc c'est peut-être un petit peu aussi l'idée d'un mème, c'est que souvent l'image ou la légende sont un petit peu bêtes ou paraissent vraiment choquantes, mais finalement quand on connaît cette private joke, eh bien tout ça prend du sens et ça nous flatte un petit peu l'ego et on se dit qu'est-ce qu'on est bien entre fans de Warhammer, sachant qu'aussi à l'époque, on va le rappeler, mais même si le hobby était populaire dans les années 2010, ça n'a absolument rien à voir avec ce que le hobby est maintenant. C'était toujours pas cool, ce n'était pas non plus spécialement poreux avec d'autres univers, certes le jeu vidéo dont on parlait, mais globalement c'était quand même encore quelque chose d'assez secret, d'assez intimiste finalement, le hobby, et donc je trouvais que les mèmes de l'époque étaient plutôt pertinents et plutôt savoureux, et donc j'aimais bien les partager à mes potes qui étaient en capacité de les comprendre, et il y a ce côté assez génial finalement, effectivement, ce côté private joke, vous pouviez poster ça sur
et oui, on le faisait à l'époque, un mur Facebook ou que sais-je, et potentiellement tous vos potes qui ne connaissaient pas Warhammer 40 000 pouvaient dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte Thibaut ?» Mais potentiellement ceux qui connaissaient cet univers allaient se marrer et se fendre la gueule. Et il y a quand même quelque chose d'assez jubilatoire dans l'idée que vous puissiez finalement lancer comme ça une blague dans l'espace public ou presque, sans que tout le monde ne puisse la reconnaître. C'est une forme de pouvoir finalement, et je pense que les mèmes sont étroitement liés à cette capacité finalement de reconnaître les vôtres, de reconnaître les siens, et donc dans le cas présent qui nous intéresse aujourd'hui, reconnaître d'autres hobbyistes. Alors les mèmes que je consommais le plus, je crois à l'époque, au début des années 2010, ce sont des mèmes notamment sur les éditions en cours, donc à savoir V6, V7. On va pas revenir une énième fois sur ce qui n'allait pas dans ces éditions-là. Je vous invite un petit peu à retrouver peut-être les livres de règles d'origine, ou vous renseigner un petit peu sur comment les mécaniques de jeu fonctionnaient, et un peu aussi comment le lore avait évolué, parfois de manière surprenante, avec soit des logiques d'alliance qui nous paraissaient un peu incongrues, ou une tendance au hero hammer assez prononcée. Bon bref, il y avait pas mal de petites, de petits manquements, voilà, on pourrait le dire comme ça, ou de petits défauts sur lesquels les mêmes pouvaient facilement se greffer, et sans forcément aller jusque, je ne sais pas, des choses qu'on a connues à l'époque comme le harcèlement de certains développeurs et concepteurs. Voilà, je ne cautionne pas du tout ça, je vous rassure, mais effectivement je trouvais que c'était rigolo de taquiner un petit peu Games Workshop pour les développements les plus récents de son univers, de ses mécaniques de jeu, mais aussi de ses figurines. Rappelez-vous, c'est aussi l'époque par exemple du Nemesis Dread Knight pour les Chevaliers Gris, des Centurions pour les Space Marines, des figurines qui n'ont pas, en tout cas à mon sens, particulièrement brillé ni par leur originalité, ni par leur sculpture, et qui depuis vieillissent quand même assez mal, on ne va pas se mentir. Donc je consommais assez largement, et je dois dire de manière un peu espiègle, c'était sympa de se nourrir de tout ce sel de l'époque pour pouvoir tenir et rester un hobbyiste, car oui, je n'ai pas connu de Dark Age, je n'ai pas lâché le hobby, même à une époque où c'était quand même beaucoup moins glorieux qu'aujourd'hui. Et donc j'en suis quelque part un petit peu fier, et j'imagine que les mèmes m'ont pas mal aidé dans cette quête. Par ailleurs, je consommais énormément de mèmes sur la garde impériale, sur l'Astra Militarum, forcément, c'est ma faction préférée, donc j'allais toujours un petit peu voir sur les forums ou les groupes de fans de cette armée ce qu'on pouvait trouver côté mèmes, et je dois dire qu'il y en avait un paquet. On avait notamment un format bien connu pour l'époque, je ne sais pas s'il est si populaire aujourd'hui, mais je pense que vous avez déjà été exposé à ce format-là, c'est cette espèce d'image de portrait, que ce soit l'espèce de Vélociraptor qui se pose une question, ou l'espèce de petit bébé qui a le poing en avant, si je dis pas de bêtises. Derrière, vous savez, un espèce de fond éclaté entre quatre losanges, ou en tout cas deux couleurs, c'est souvent deux formes de verre. Bon, enfin, peu importe, vous voyez, j'imagine, ce genre de petite image carrée avec une légende qui entoure ce fameux bébé ou ce Vélociraptor. Eh bien, on avait la même chose avec une tête de garde impériale. D'ailleurs, je crois que c'était une tête qui est découpée de cette superbe illustration où on a Creed, l'original, sur les champs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, au moment où son régiment, le 8e Cadien, reprend le commandement alors que Cadia a été trahi de l'intérieur, des régiments se sont retournés contre l'Imperium alors que Abaddon le fléau arrive. Bon là, je rentre dans un podcast lore, c'est pas forcément l'objectif, mais c'était rigolo de constater que cette tête avait été, je crois, reprise de cette illustration, ou en tout cas il y a au moins une des déclinaisons de ce même avec une tête de garde impériale qui vient de là. Donc c'était un Cadien avec son joli casque vert et qui nous disait globalement des conneries sur la garde impériale, mais avec une forme de fierté que je trouvais assez géniale, puisque forcément être un garde impérial à Warhammer 40 000 c'est une expérience globalement peu ragoûtante, il se passe quand même des choses assez tragiques et difficiles dans la vie d'un garde impérial, mais ce qui était rigolo, c'est que ce garde impérial précisément était assez fier de ce qu'il faisait. Donc il y avait beaucoup par exemple de vannes sur le côté lampe torche, flashlight des fusils laser, qui certainement sont l'une des armes les moins effrayantes et les moins puissantes de la galaxie de Warhammer 40 000, et donc souvent elles étaient surnommées des lampes torches par les hobbyistes, et donc du coup il y avait énormément de gags sur le fait, par exemple, je me souviens d'un one clip, one kill, donc vous savez cette expression one shot, one kill, un tir, un mort. Bon, forcément, version garde impériale, vu la dangerosité d'un fusil laser, c'est plutôt un chargeur et pas un seul tir qu'il faut mettre pour tuer un ennemi, mais les gardes impériaux sont fiers de leur fusil laser,
cher, et donc ils le disent avec fierté. Autre exemple, il y avait Stalingrad, on appelle ça un jeudi, enfin voilà, ce genre de choses, pas mal de mèmes sur le fait de mettre la baïonnette au canon pour affronter des titans, bon, toute la stupidité quelque part, le côté à la fois grandiloquent et aussi complètement déshumanisant que peut amener la garde impériale, parce que finalement, en tant que simple humain armé d'un petit fusil et d'une baïonnette, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la galaxie de Warhammer 40 000 ? C'est une source de mèmes assez intarissable, on ne va pas se mentir. Donc pendant quelques années, je me suis vraiment nourri de tous ces mèmes, et puis on arrive finalement sur la fin des années 2010, quasiment une décennie de mèmes, et puis je dois vous avouer que c'est à ce moment-là que, eh bien, a commencé une certaine saturation de ma part, et du coup la question pour moi quand j'ai attaqué ce podcast était de savoir qu'est-ce qui s'est passé finalement, pourquoi cette saturation, pourquoi finalement cette déception après tant d'enthousiasme sur des mèmes aussi stupides les uns que les autres. Alors j'ai essayé de faire ma petite introspection et je pense avoir identifié un certain nombre de choses. Déjà je pense qu'il y a un double phénomène. Alors ce double phénomène c'est assez simple, c'est que la popularité du hobby a explosé, premier phénomène, et cette popularité l'a fait grandir, le hobby, en dehors des cercles classiques, deuxième phénomène. Donc forcément, ça crée quelque chose où, autour de moi, mon cercle de hobby s'est élargi, autour de vous aussi, globalement, la communauté de wargamers et de fans de Warhammer 40 000 s'est agrandie, et en s'agrandissant, elle a commencé à toucher de plus en plus de gens, peut-être un petit peu à la manière des, vous savez, des gabarits d'explosion d'antan, eh bien on avait été peut-être pas en tant que, amis d'un hobbyiste, forcément au contact direct, sous le gabarit, avec Warhammer 40 000, mais on pouvait être sur la ligne, finalement, quelque part, un peu accolé à cette réglette de plastique, et se dire que ah oui, Warhammer 40 000, je vois un petit peu ce que c'est, parce que mon pote m'en parle, et quand je vois des mèmes, j'ai un peu l'impression de les comprendre, et donc forcément, eh bien, des gens qui n'étaient pas forcément les plus versés dans le hobby ont commencé aussi à utiliser un certain nombre de vocabulaire et un certain nombre d'images tirées de Warhammer 40 000, parfois sans même le savoir, le plus souvent en ayant une vague idée de ce qu'était cet univers, pour qualifier leur vie de tous les jours, leurs jeux vidéo favoris, etc. etc. Je peux par exemple vous citer un terme, grimdark. Le fait d'être grimdark, c'est une expression qui vient de In the grim darkness of the far future, donc c'est dans les ténèbres d'un lointain futur, il n'y a que la guerre, c'est l'espèce de tagline, l'espèce de phrase d'accroche de Warhammer 40 000. Bien, l'expression grimdark, elle a été utilisée pour qualifier un genre, pour qualifier Warhammer 40 000, mais pour qualifier aussi d'autres œuvres, ou même d'autres, styles visuels, et c'est pas vraiment un mème, mais en fait, ça l'a été quelque part, ça l'est devenu, puisque les gens disaient ça c'est grimdark, c'est pas grimdark, ça c'est hérésie, c'est pas hérésie. Vous trouvez un peu la même logique assez binaire, si bien que des gens ont fini par utiliser grimdark alors qu'ils n'étaient pas forcément des praticiens du hobby. Un autre exemple qui tient plus de l'image, c'est les soldats de la garde impériale de Krieg, donc pas les Cadiens, mais donc ceux de Krieg qui ont ce masque à gaz et ce casque assez reconnaissable entre mille, encore plus déshumanisés, quelque part, on ne voit même pas leur visage, et donc Krieg qui est passionné par l'artillerie, qui est passionné par les pelles pour creuser des tranchées, qui a une logique là aussi complètement binaire, donc ça marche très bien pour des mèmes qui sont souvent des exagérations. Eh bien moi j'ai commencé à voir apparaître des images avec des Kriegers, des soldats de Krieg, qui illustraient parfois des techniques gameplay pour des jeux vidéo en ligne, ce genre de choses. J'ai vu pas mal finalement de petits cartoons où on dessinait les Krieg en train de s'amuser à construire une tranchée, en train de faire un petit hockey avec les doigts après avoir éliminé énormément d'ennemis. Donc des images qui finalement pouvaient s'appliquer à pas mal de choses, et puis qualifier une forme d'obstination, une forme aussi d'obsession, notamment leur amour pour les pelles. C'est vrai que, franchement, je me souviens de discuter avec un ancien collègue chez Wargaming qui ne connaissait pas Warhammer 40 000, mais qui m'avait dit quelque chose du genre « Ah oui, Warhammer 40 000, something heresy, get the shovel, get the heavy flammer, get the shovel », un peu tous ces mèmes-là sur les armes, sur les réflexes un petit peu d'un certain nombre de personnages et d'unités, de factions de Warhammer 40 000. Et je pense que les mèmes devenant plus seulement une forme d'humour, mais aussi une forme de langage, notamment pour tout ce qui est influenceur, streamer, même youtubeur avant ça, en fait, il y avait quand même pas mal de gens qui jouaient à des jeux Warhammer 40 000,
et qui du coup utilisaient des mèmes Warhammer 40 000 parce que c'était déjà un petit peu l'humour, une façon pour eux de mettre en scène par exemple un test de jeu vidéo, etc. Donc tout ça c'est devenu hyper finalement perméable, ces deux mondes se sont rencontrés, à la fois le hobby a explosé en popularité, mais ce faisant, eh bien, il a déteint sur un certain nombre d'univers qui pouvaient graviter autour du hobby et qui sans le savoir finalement se sont mis à le faire briller eux-mêmes avec des mèmes, avec des images, avec des phrases qui n'étaient pas forcément ressorties dans leur contexte, en tout cas pas dans leur contexte premier, mais du coup continuaient à être répétées, parfois un petit peu ad nauseam, je pense qu'on va y venir, mais c'est peut-être aussi pour ça que je me suis un petit peu lassé des mèmes Warhammer 40 000, mais en tout cas à l'époque ils se sont vraiment multipliés jusqu'à toucher des cercles qui parfois en fait n'avaient pas forcément vocation. Alors quand je dis ça, il ne faut pas croire que je déplore le fait que des gens qui ne connaissaient pas du tout Warhammer 40 000 et ne se seraient jamais intéressés sans ces mèmes, eh bien finissent par s'y intéresser. Non, pas du tout, c'est pas l'objectif de ce podcast, mais c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est que la viralité du mème, sa capacité à séduire toujours plus de gens, a créé vraiment une sorte de rayonnement pour Warhammer 40 000 qui est inattendu et qui, je pense, a complètement finalement échappé à Games Workshop qui, peut-être d'habitude, se vendait sur quelque chose qui était l'inverse du même, plutôt une forme de secret, on se passait voilà, entre hobbyistes, les histoires, les éditions, il y avait quelque chose de l'ordre du rite initiatique, et là en fait vous alliez sur internet, vous ouvriez un réseau social, et vous tombiez sur des mèmes, et donc vous étiez exposé à Warhammer 40 000 sans finalement parfois savoir ce qu'est Warhammer 40 000. Les mèmes se sont multipliés, et il y a même un certain nombre de chaînes YouTube qui sont nées et ont été finalement popularisées uniquement sur la base des mèmes, et je pense notamment à donc la chaîne If the Emperor Had a Text-to-Speech Device, dans lequel l'empereur parle à ses custodes et qui a développé un mème finalement en mettant en parallèle, je crois, le manga Jojo et bien les custodes pour créer finalement une image bien des gardes du corps de l'empereur complètement différente et à milieu de ce qu'on peut trouver dans le lore. Et aujourd'hui, cette image persiste, et c'est là aussi qu'on voit la popularité, la viralité des mèmes, c'est qu'ils sont capables finalement de retourner l'univers sur lui-même pour lui donner une nouvelle forme, une nouvelle apparence, de nouvelles définitions. Et forcément, du coup, ça peut potentiellement être un petit peu embêtant. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je pense sincèrement que les mèmes doivent un peu appliquer la loi des rendements décroissants et qu'effectivement, plus les mèmes sont répandus, et parfois, malheureusement, moins ils sont drôles. Donc ça nous a donné finalement un côté presque écœurant, moi je dirais, sur ces dernières années, avec un certain nombre de mèmes qui étaient là tout le temps, quoi qu'il arrive, et qualifiaient un peu tout et n'importe quoi dans l'univers de Warhammer 40 000, et surtout un peu tout et n'importe comment, puisque, comme je le disais, il y a un certain nombre d'images qui ont fini par s'imposer, alors qu'elles n'ont peut-être finalement rien à voir avec ce qui était fait à l'origine. Alors la question, maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est grave ou non ? Il y a forcément, comme toujours, au moins deux, j'ai même envie de dire, réponses à cette question. On peut voir ça de manière ultra positive et se dire que, finalement, c'est un moyen, comme on le disait depuis le début de ce podcast, de faire rayonner Warhammer, un moyen comme un autre, peut-être même un moyen meilleur qu'un autre, de par sa viralité, son accessibilité, sa popularité. Finalement, c'est assez beau que des gens puissent être exposés à Warhammer 40 000 sans le savoir, ou c'est aussi forcément assez fort de se dire que l'univers est capable d'aller toucher des gens qui ne sont pas des hobbyistes, n'ont pas de hobbyistes dans leur cercle d'amis ou leur famille, etc. Ça, je le respecte forcément, et ça me fait plaisir de voir toujours plus de gens rentrer dans le hobby par cette porte, comme n'importe quelle autre porte d'ailleurs. Et puis, c'est vrai que ça permet d'y être exposé sous une forme finalement assez efficace, parce que Warhammer 40 000 est un univers qui de base est très fragmenté dans sa forme, mais à la fois très dense dans son fond, dans son contenu. Donc c'est compliqué quand vous êtes quelqu'un de nouveau
et vous voulez découvrir Warhammer 40 000, moi ça m'arrive souvent, les gens me disent par où je commence. Et donc j'ai le plus souvent tendance à dire achetez un livre de règles, même un vieux livre de règles pour la partie lore, parce que c'est finalement quelque chose d'assez encyclopédique qui va vous donner des pistes et une compréhension assez globale. Donc compréhension assez globale de cet univers et des pistes pour ensuite aller fureter, trouver quelle faction vous préférez, quel personnage vous avez envie de suivre, peut-être via des romans, d'autres codex, d'autres types de publications. Il y a vraiment à boire et à manger dans cet univers, mais c'est compliqué d'avoir une porte d'accès, on va dire, universelle, et aussi une porte qui peut être gratuite, pas forcément impressionnante, un peu dédramatisante, parce que c'est un univers qui justement est ultra grandiloquent et peut, de prime abord, paraître super impressionnant à comprendre, et même, je connais beaucoup de gens qui me disent j'ai envie de m'initier, mais ça a l'air tellement énorme et complexe que je ne vais pas le faire. Donc les mêmes, au contraire, dédramatisent tout ça sous forme de blague et donnent un angle sur lequel un petit peu s'accrocher et découvrir Warhammer 40 000. Et ça, je trouve ça plutôt très cool. J'ai d'ailleurs vu, ça n'a rien à voir avec les mêmes, mais que Games Workshop a annoncé récemment qu'ils allaient publier une encyclopédie de Warhammer 40 000. Donc vraiment le côté, j'imagine, lore, peut-être d'un point de vue extérieur, on ne sait pas encore trop, il n'y a pas trop d'infos sur ce fameux bouquin, ce sera sans doute d'ailleurs qu'en anglais, mais je trouve qu'effectivement c'est une bonne initiative parce que là aussi ça permettrait d'avoir un ouvrage, une porte d'entrée vers cet univers un peu plus universel, facile à conseiller, facile à trouver, etc. Mais à défaut, c'est vrai que les mêmes, à défaut d'un livre, à défaut d'une porte un petit peu parfaite pour découvrir le hobby, les mêmes sont un outil, sont une petite porte, une petite fenêtre sur cet univers qui finalement ne sont pas si mauvais pour s'initier à tout ça. Et je pense à un ami à moi, Baptiste, qui écoute peut-être ce podcast, et donc je le salue, qui souvent va me partager des mèmes en me disant « je suis pas sûr d'avoir compris, mais je crois que… » Et ensuite on va discuter de ce que ça implique dans l'univers. Et donc par exemple récemment il m'avait envoyé je crois un mème qui concernait les Blood Axes, qui sont mes orques préférés, qui sont réduits au mercenariat, et il me disait j'ai cru comprendre qu'il y a des orques qui du coup travaillent en tant que mercenaires, etc. Et on a pu discuter du lore de Warhammer 40 000 et il a trouvé ça super intéressant, c'est ce clan orc des Blood Axes. Et du coup je trouve ça plutôt cool qu'on puisse grâce à des mèmes avoir ce genre de conversation. Mais il faut qu'on arrive au revers de la médaille. Warhammer 40 000 et Warhammer, n'importe quel univers de Warhammer de manière générale, et puis d'ailleurs Warhammer aussi en tant que hobby, c'est quelque chose de si total, de si exagéré, que finalement l'exagération d'un mème, on peut se demander si elle va pas trop loin, c'est-à-dire que c'est pas trop d'exagération sur l'exagération. Et c'est vrai que, à mon sens, il y a au moins trois raisons, trois cas de figure dans lesquels cette forme d'exagération double crée des mèmes qui sont dommageables pour le hobby ou pour les hobbyistes. Alors, je vais essayer de les mentionner sans, encore une fois, vouloir paraître pour un vieux con, et je vais donc vous donner quelques exemples, mais je vous invite une nouvelle fois à me donner vos exemples, et potentiellement aussi vos contre-exemples si vous me dites que ces mêmes vous ont incité parfois peut-être à vous renseigner, ou à rigoler, à discuter entre potes. Voilà, je pense que même des effets dommageables peuvent aussi parfois finalement générer des effets qui sont plutôt bénéfiques pour certaines personnes en fonction un peu de notre humour, parce que tout ça finalement, l'humour est une question ultra subjective, on va pas en discuter aujourd'hui dans ce podcast, mais c'est vrai que forcément c'est quelque chose d'hyper personnel, et donc quand je fais ce podcast, je prends parti moi-même en vous avançant mes expériences, mes anecdotes, mais vous pourriez avoir une expérience totalement différente, et je serais sincèrement curieux de les découvrir grâce à ce podcast. Alors quand est-ce que c'est dommageable ? Premier exemple, c'est quand le mème devient si populaire qu'il finit par faire loi. C'est-à-dire quand le mème devient finalement une contre-vérité, une fake news, appelez ça comme vous voulez. Il y a énormément de mèmes de ce type dans Warhammer 40 000, et je crois que c'est peut-être, on va dire, le revers de la médaille le plus dommageable pour moi. Peut-être pas, vous allez voir, il y a des trucs quand même qui sont quand même assez gratinés par la suite, mais c'est vrai que c'est peut-être le problème le plus récurrent. Par contre, ça c'est vrai qu'en termes de quantité, on est souvent exposé à ces contre-vérités qui viennent de mèmes et qui du coup sont diffusés parfois au-delà des canaux, on va dire, traditionnels des mèmes, donc réseaux sociaux, etc. Et donc on n'a plus la forme, c'est-à-dire qu'on a le fond, et donc on dit par exemple que les taux sont des communistes. On dit qu'ils sont obsédés par la couleur bleue,
on dit que c'est des fans d'animé. Ça, des fans d'animé, il n'y a pas d'animé à ma connaissance dans l'univers de Warhammer 40 000, même s'il y en a forcément un quelque part qui a survécu, mais c'est peut-être un peu moins une description, on va dire, diégétique. De la même manière que taux communiste n'est pas une description diégétique, mais on peut rapprocher les deux et se dire ah, donc vous parlez du système politique des taux qui se rapprocherait du communisme. Bon, vous voyez un peu le genre d'idée. Un autre exemple, c'est les Dark Angels. Les Dark Angels sont des traîtres, bien sûr, tous, c'est bien connu. D'ailleurs, ils sont pas du tout dans la catégorie Imperium quand on joue officiellement avec les règles de Games Workshop. Bon, vous voyez un petit peu l'idée. Ces contre-vérités, elles sont nées d'un certain nombre de mèmes qui mettent en scène sous forme d'exagération, peut-être c'est ces tendances qu'ont par exemple les Dark Angels à chasser des traîtres, peut-être parce que certains d'entre eux étaient des traîtres, mais tous ne sont pas des traîtres. Mais au fur et à mesure des mèmes, au fur et à mesure de leur popularité grandissante, le mème devient finalement une vérité, devient une sorte d'absolu qui n'est plus partagé sous la forme d'une exagération, mais sous la forme d'une vérité, et c'est là où je trouve que ça devient particulièrement dommage, parce que cette tendance, par exemple, à qualifier les Dark Angels de traîtres. Je ne suis pas un joueur Dark Angel, c'est une de mes légions préférées, mais je n'ai pas forcément un affect ultra personnel avec eux, puisque je ne les collectionne pas, ou en tout cas toujours pas, devrais-je dire. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté assez bête et méchant dans ce genre de contre-vérité qui nous fait totalement oublier la nuance qui rend cette légion intéressante. En fait, souvent, moi, je trouve que ce sont les Space Marines avec le plus de secrets, et notamment des secrets lourds à porter, qui sont les plus intéressants. Et en fait, du coup, si on part du principe que les Dark Angels sont de toute façon tous des traîtres, je trouve qu'on retire complètement la nuance, la subtilité en fait de cette légion et l'intérêt qu'elle peut avoir notamment dans l'utilisation des secrets. De la même manière que quand on dit que les taux sont communistes, il faut encore m'expliquer pourquoi aujourd'hui. C'est un système de caste, ils prétendent vouloir englober les gens être en gros une forme positive de l'impérialisme, si une telle chose peut exister, je ne pense pas, mais en gros c'est un peu un penchant gentil à l'impérium, on pourrait dire. Oui, nous on va vous coloniser, mais la différence avec l'impérium, c'est qu'on va pas vous forcer on va pas vous exterminer si vous êtes différent, mais par contre on va vous forcer à nous rejoindre et à obéir à nos lois. Finalement, c'est pas vraiment si distinct de ce que pratique l'impérium, donc peut-être que en ça c'est une comparaison avec le communisme en tant qu'idée plutôt incarnée par l'Union soviétique, de dire on est l'alternative à un bloc libéral, capitaliste, au front de l'Ouest, etc. Chez nous, on veut que l'individu soit finalement fondu dans le collectif, on partage tout. Bon, peut-être là-dedans, je vois pourquoi des taux seraient communistes, mais il y a vraiment un côté assez stupide dans ce genre de qualificatif et qui ensuite est répercuté dans vraiment ce que les gens pensent d'une faction et comment ils les qualifient ou comment ils les présentent, et notamment donc cette idée de taux communiste, c'est parfois de dire alors après, ça vient peut-être aussi de nos amis américains qui ont une lecture politique peut-être un peu moins fine que nous autres européens, mais ça donne parfois l'impression que du coup, les taux sont complètement omnubilés par leur idée de bien suprême, et là aussi ça retire complètement leur subtilité, parce que ça nous fait oublier parce que ce sont finalement des brutes un peu comme les autres, même s'ils ont d'autres méthodes. Bon, c'est un empire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est accidentel ou pas, mais Warhammer 40 000 a fini par renommer les Tau, Codex Tau Empire. Donc voilà, on est sur le même niveau de grimdark et bien de quelque part d'horreur qu'on a avec les autres factions. C'est juste une autre incarnation. Est-ce qu'il faut la résumer sous la forme du communisme ? Bon, ça, il y a une lecture politique en plus, comme je le disais, à ajouter, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu stupide, de la même manière que le côté « Ah, les taux adorent le bleu parce qu'ils sont bleus ». Enfin, j'ai vu passer énormément de mèmes en faisant mes recherches là-dessus, et donc ils n'allaient pas tirer sur quelque chose qui est bleu, etc. Enfin, je trouve ça ultra stupide, quoi. Est-ce que, je sais pas, les orques sont obsédés par le vert ? D'une certaine manière, un petit peu oui, ils ont leur propre code couleur, mais je ne sais pas, il y a une forme de... J'ai un peu l'impression que l'univers se dégrade, devient un peu moins complexe, un peu moins dense quelque part aussi, hein. Ça devient du coup plus facile de qualifier toutes les factions. Les Dark Angels sont des traîtres, les Tau sont des communistes, les Eldar sont des, des pleurnichers. Donc c'est pas vraiment une superbe entrée, je trouve, en matière pour les gens qui débutent particulièrement. Je pense que nous autres qui connaissons un petit peu mieux Warhammer 40 000 sommes capables de faire la part des choses, mais
pensons aux débutants qui peuvent être exposés à ça. Et puis, pensons aussi à tous les joueurs qui peuvent être passionnés, par exemple par les taupes, par les Dark Angel, et qui vont subir, alors toute proportion gardée, mais une forme de discrimination. Moi, ça m'est arrivé dans des clubs, dans des boutiques, dans des cercles de joueurs qui n'étaient pas les miens, mais que voilà, je pouvais rencontrer, des choses que je pouvais entendre. Et ben voilà, il y a un joueur d'Archangel qui arrive, haha, t'es un trade, va jouer avec le mec Black Legion en face. Bon, vous entendez ça une fois, c'est marrant, vous entendez ça 10 fois à chaque fois que vous venez jouer, c'est quand même un petit peu relou, et ça donne un peu l'impression que les gens ne s'intéressent plus à votre faction et aussi l'interprétation que vous pouvez en faire. Parce que oui, on peut jouer des Dark Angel en imaginant que ce sont tous des Fallen, donc les fameux traits qu'ils traquent. On peut aussi imaginer que, en leur sein, ils ont encore des traits. Enfin, il y a tout un tas de déclinaisons qu'on peut créer via du lore, via des parties, via des scénarios customisés, qui peuvent faire briller l'univers, et à l'inverse, ces espèces de mèmes qui sont devenus des contre-vérités, pour moi, enferment l'univers, le réduisent, et c'est extrêmement dommageable pour un monde comme celui de Warhammer 40 000, qui au contraire est hyper riche, et malgré son côté grandiloquent, hyper gigantesque, a quelque chose de nuancé, quelque chose d'assez réaliste là-dedans en fait. C'est-à-dire que on sait qu'il est tellement grand que toute forme de nuances peuvent exister, et ces nuances-là, justement, elles représentent finalement peut-être au mieux notre univers et sa complexité. Et à ce moment-là, du coup, les taux ne sont peut-être pas bleus, les Dark Angels ne sont peut-être pas noirs, et il y a une forme de gris pour tout le monde. Deuxième cas de figure dans lequel les mèmes sont un petit peu dommageables, je pense que c'est quand Games Workshop les reprend à son compte. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas forcément un rant anti-Games Workshop que je dis là, puisque les entreprises qui reprennent les mèmes à leur compte, ça existe depuis que les mèmes sont archi populaires, depuis que la profession de community manager existe aussi, puisque les mèmes sont souvent faits par la communauté et lui permettent d'interagir autour d'images très fortes, très virales. Donc forcément, quand on est une marque, on veut de l'interaction, on veut que les gens discutent de nous, finalement peu importe la forme, alors bien sûr on aime la contrôler, et c'est pour ça que les community managers, ou même les équipes de telle ou telle marque, de tel ou tel univers, vont finalement donner dans le même pour créer de la discussion et créer de l'engagement sous une autre forme. C'est quelque chose que Games Workshop a pratiqué finalement peut-être plus tard que les autres en rejoignant les réseaux sociaux, plus tard que les autres, puisqu'à l'époque leur CEO, Tom Kirby, si je ne dis pas de bêtises, était vraiment quelqu'un qui craignait Internet, on peut le qualifier comme ça, et à son départ, Games Workshop est un petit peu tenté de rattraper son retard avec une présence sur les réseaux sociaux qui forcément a mené à des mèmes qui ont été non pas générés par la communauté pour la communauté, mais par Games Workshop pour sa communauté. Et ça, c'est peut-être aussi un peu le crime de lèse-majesté pour les mèmes, c'est que les mèmes c'est finalement quelque chose de très communautaire à la base, c'est vraiment par les gens pour les gens. Et de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte que ce sont aussi des choses qui sont des outils de communication et des outils marketing finalement, et aussi mercantile, on fait de l'argent avec des mèmes, et donc c'est un petit peu peut-être perverti l'esprit original, moi ce qui me chagrine un peu, mais revenons un petit peu à Games Workshop spécifiquement, puisque ce genre de choses, on pourrait le dire de pas mal de marques. Par exemple, moi je peux vous citer, je suis un fan de la franchise Battlefield, jeux vidéo Battlefield, et bien le dernier Battlefield 2042, son trailer de reveal trailer, voilà, trailer d'annonce, j'avais perdu le terme, c'était pas vraiment une sorte de trailer qui donnait à voir ce que le jeu allait apporter de nouveau, mais c'était plus une espèce de best-of, de compile des mèmes que la communauté pratique, de mettre du C4 sur un quad et de le jeter sur un tank, de sortir d'un avion au milieu des airs et d'utiliser un lance-roquette avant de remonter dans l'avion, enfin tout un tas de choses que des streamers, que des joueurs, que la communauté avait pratiqué, avait immortalisé, avait rendu unique, iconique, on pourrait même dire, même si ce terme est un peu trop utilisé. Et puis, finalement, quand une marque les reprend à son compte, ça devient assez plat, ça devient assez nul, et au contraire, on pourrait se dire, c'est une marque qui est en bonne santé, qui comprend ce que les joueurs veulent, mais je pense que ça casse une forme de magie, et on se dit, vous ne voulez plus qu'on crée de nouveaux mèmes, vous appuyez sur ceux qu'on a créés pour vous, et quelque part, pour moi, c'est un énorme aveu d'échec, et ça montre que les créateurs, les créatifs n'ont plus grand-chose à dire. Et Games Workshop est coupable de ce crime, et a même été récidiviste de ce côté-là. J'ai pas mal d'exemples, par exemple, le trailer de Kill Team. Vous vous souvenez du trailer de Kill Team en cinématique, avec les orques contre la Deathcore, justement. Et donc, il y a une version, ils avaient partagé, Games Workshop, une version de ce trailer où l'épée tronçonneuse du sergent de la Kill Team Krieg
était remplacée par une pelle. Alors elle faisait toujours le bruit de la tronçonneuse, elle avait toujours l'animation de la tronçonneuse, donc c'était même pas, on va dire, un montage alternatif plutôt bien fait, c'était juste pour le LOLs et surtout pour l'engagement et pour dire on sait que les Krieg ils aiment leur pelle et que vous faites plein de mèmes sur le fait qu'ils sont amoureux de leur pelle, alors du coup on vous a fait ce trailer version pelle. Honnêtement, qu'est-ce que ça apporte et surtout pourquoi en fait moi je suis vraiment dit on a passé un cap quand j'ai vu cette chose là et c'était peut-être pas le premier coup de Games Workshop de ce côté là, je ne sais plus ce qui est venu en premier, mais il y avait aussi un mème très populaire avec Sigmar où quelqu'un avait dessiné Sigmar pour Age of Sigmar et en gros c'était un peu l'idée qu'il créait, tout comme Games Workshop d'ailleurs, c'est un peu le parallèle, le sous-texte qui est fait par ce même. À chaque nouvelle édition, une nouvelle chambre de Stormcast, donc de nouveaux types de guerriers qui vont pouvoir résoudre ces problèmes. Et je sais plus, quelqu'un lui disait, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec de nouveaux Stormcast à chaque fois. Et il répondait de hell I can't. Et comment je peux? Bien sûr que je peux, dirait Sigmar. Et donc je ne sais plus si c'était Sigmar qui était venu en premier ou s'ils avaient vraiment repris Sigmar à leur compte, mais en tout cas il y a une version de Warhammer 40 000 où ils avaient remplacé Sigmar du même par Belisarius Cawl, le Magos, l'une des figures les plus importantes de l'Adeptus Mechanicus, qui lui est connu pour avoir créé une nouvelle génération de Space Marine, les Primaris. Je vous renvoie à nos premiers épisodes, et effectivement Warhammer 40 000 avait fait un trailer, enfin Games Workshop avait fait un trailer pour Warhammer 40 000, vaguement animé, voilà, comme ça, avec ces images-là, en reprenant le même de quelqu'un de la communauté et en l'appliquant à Warhammer 40 000. C'est drôle sur le moment, mais on se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées à faire? Et surtout, il y a aussi quelque part un peu une question de crédit. Le problème, c'est que les mêmes, c'est pas copyrighté, donc ça peut être très populaire et utilisé sans dépenser un sou, et en plus être montré comme une forme de reconnaissance. Ah, regarde, on a vu ton mème. Oui, mais enfin bon, si le trailer marche super bien et que les gens se disent Games Workshop c'est génial, c'est pas vraiment grâce à eux dans le cas présent, mais parce que quelqu'un a eu l'imagination de faire un petit comic qui ensuite a été repris à son compte par Games Workshop. Et puis on peut aller même plus loin et rentrer carrément dans les textes, par exemple, de la Black Library. Typiquement, Aaron Dembski-Bowden, il a écrit énormément de romans en réaction à la communauté. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que je respecte, et qui a souvent dit dans des interviews que il avait écrit par exemple le bouquin sur les Wordbearers pendant les Résidorus parce que tout le monde trouvait que les Wordbearers étaient un petit peu nuls et qu'ils avaient rien à raconter, que c'était juste des fanatiques qui vénéraient les démons et ça s'arrêtait là. Il a écrit le bouquin Black Legion parce que il en avait marre d'entendre les gens dire que Abaddon était via des mèmes en fait une sorte de personnage un peu ridicule parce que lui avait grandi avec une autre version d'Abaddon qui vient plutôt de la version 2 où c'était vraiment le grand méchant introduit dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc il voulait le ramener sur le devant de la scène. Et donc je comprends en fait d'où vient sa motivation, et encore une fois je la respecte. Mais du coup, il a fini, à mon sens, par aller un petit peu trop loin dans son bouquin pour le siège de Terra. Donc c'est Echoes of Eternity, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel il reprend une phrase bien connue, un mème bien connu, c'est le fameux Magnus did nothing wrong. Donc Magnus n'a rien fait de mal, qui est un mème, peut-être le mème le plus connu de l'Horus Heresy et l'un des plus connus de Warhammer 40 000, pour finalement dédouaner Magnus de ses responsabilités, parce que s'il a utilisé des pouvoirs magiques et enfreint la loi de l'empereur, c'est pour le prévenir de la trahison d'Horus, mais comme le montre le roman de Graham McNeill, il y a beaucoup d'autres choses dont est coupable le bon Magnus, mais peu importe, eh bien, le bon Aaron, dans son bouquin, il fait dire, je ne vais pas vous révéler exactement à qui, à quoi et pourquoi, mais il y a un dialogue entre Magnus et un autre personnage, dans lequel l'autre personnage lui dit Did you really believe you did nothing wrong? Ou quelque chose du genre comme ça. Enfin voilà, est-ce que tu penses vraiment n'avoir rien fait de mal? Et forcément, c'est un clin d'œil si appuyé au même original que, en fait, je sais pas, moi il m'a complètement sorti de ma lecture. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment, si vous avez lu Le Siège de Terra. D'ailleurs on finira par en reparler parce que c'est désormais fini et qu'on va pouvoir faire un podcast là-dessus si ça vous intéresse. Là aussi dites-le moi en commentaire. Mais bref, on voit que ce genre de mème repris par Games Workshop ou par un de leurs auteurs via la Black Library, c'est aussi une forme d'appauvrissement dans les récits de Warhammer 40 000, pas forcément que dans son image, et donc c'est pas que des contre-vérités, c'est parfois aussi une forme de, j'utilise un mot un peu fort, mais une forme de consanguinité un peu créative, quoi. J'ai l'impression que ça ne donne jamais rien de bon
que de faire ça, que de répondre à ce que les gens ont déjà commenté. C'est du commentaire de commentaire. Je pense pas que les intrigues, je peux même continuer dans les grands termes, et dire que je ne pense pas que l'art, de manière générale, ou quelque chose de créatif, peu importe comment on appelle ça, devrait s'embarrasser de telles questions et partir à ce point d'un mème. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup chagriné de voir ça dans le siège de Terra. Et de manière générale, ça me chagrine beaucoup quand je vois ces entreprises capitaliser sur cette communauté en pensant que du coup ils la respectent et quelque part finalement en pillant sa créativité à elle, alors que je pense que le boulot de Games Workshop c'est justement de nous présenter de nouveaux personnages, de nouvelles idées et d'être plus créatifs de leur côté et pas seulement en commentant ou en reprenant à leur compte ce que d'autres, à savoir la communauté, les fans de Warhammer 40 000, les Wargamers, ont fait. Et enfin, quand je vous disais qu'il y a un élément qui peut quelque part être encore plus dommageable que les deux autres qu'on vient de citer, eh bien c'est parce que les mèmes se combinent très bien à l'extrême droite et à ce qu'on appelle l'alt-right, hein, les droites nouvelles, je ne sais pas comment on dit en français, surtout parce que eh bien, c'est des formes d'extrême droite qui sont nées avant tout en ligne et qui sont passées maîtres dans l'utilisation eh bien, des réseaux sociaux à des fins propagandistes, et de ce point de vue-là, eh bien, l'utilisation des mèmes, c'est quelque chose qu'ils pratiquent, qu'ils maîtrisent et qu'ils utilisent à des fins, on va dire, peu glorieuse, ce qui nous donne, l'exemple est assez célèbre et je pense que vous êtes déjà tombé dessus, bien la fameuse illustration de l'empereur face à Horus durant l'hérésie, qui est reprise avec l'empereur qui porte finalement non pas sa tête traditionnelle, mais la tête de Trump, qui a généré un certain nombre de mèmes, je crois même un char de campagne avant l'arrivée de Trump au pouvoir en 2016, si je ne dis pas bêtise. Donc voilà, je pense que la simplification grossière et l'exagération là aussi grossière fonctionne très bien avec des gens qui en fait donnent dans les extrêmes. Donc finalement l'exagération ils connaissent bien, et c'est même là, Warhammer 40 000, qui rendent cet univers moins riche, moins nuancé, eh bien, participe quelque part à une forme de, je ne sais pas, c'est pas de la complicité, mais je pense que ça crée une version de Warhammer 40 000 qui est beaucoup plus facile à intégrer à un discours d'extrême droite classique, voire complètement fascisant, puisque effectivement l'apparence de Warhammer 40 000, je ne vous apprends rien, c'est celle d'un régime totalitaire qui utilise plein de symboles eux aussi tirés de ces régimes-là. Donc finalement la forme est déjà là. Qu'est-ce qui nous manque ? C'est l'absence de nuance. Parce qu'effectivement, dès que vous ouvrez un bouquin de Warhammer 40 000, vous vous rendez quand même un petit peu compte de la satire, et aussi de quelques points de vue autres, souvent ceux des extraterrestres par exemple, ou même du chaos, qui apportent une autre vision sur cet univers et sur l'Imperium. Alors c'est vrai que de nos jours, ces gens-là, de l'extrême droite et de l'alt-right surtout, sont persuadés que l'Imperium c'est finalement un très bon système. Mais pourquoi ? Aussi parce que un certain nombre de mèmes vident l'univers de sa nuance. Alors c'est pas que les mèmes, je pense qu'il y a aussi forcément là aussi une lecture politique, et ils voient midi à leur porte, ils vont pas forcément plus loin que le bout de leur nez. Si la satire leur échappe, c'est aussi parce qu'ils choisissent, je pense, d'y échapper volontairement. Mais c'est vrai que du coup, pour séduire d'autres gens qui peut-être ne sont pas familiers de Warhammer 40 000 ou qui s'y intéressent peut-être aussi pour les mauvaises raisons par rapport aux symboles ou à ce genre de choses, c'est très pratique d'avoir des mèmes, et des mèmes qui sont par ailleurs ultra compatibles avec leurs idées à eux. Et ça, je trouve ça finalement très dangereux, plus que dommageable, et assez nauséabond. C'était le petit quart d'heure politique de ce podcast, mais du coup, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui peut provoquer des mauvaises choses dans le hobby via les mèmes, je vous propose une alternative pour effectivement ne pas m'enfermer dans un côté vieux con, et aussi trouver des solutions, parce que c'est pas le tout de commenter là aussi et de critiquer, il faut aussi parfois essayer de trouver de petites solutions, et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Mon alternative, c'est le partage de secrets. Donc là, on va me dire que je suis vraiment à la solde des Dark Angel, puisqu'après les avoir défendus tout à l'heure, je parle de secrets, et eux aussi adorent les secrets. Mais ce que je veux dire par secret, c'est plutôt un retour à cette tradition orale de Warhammer, des univers de Warhammer, qui à mon sens me semble bien plus proche de ces univers.
C'est-à-dire que c'est pour moi la meilleure façon finalement de découvrir Warhammer 40 000 ou Fantasy Battle ou Age of Sigmar, eh bien c'est de trouver quelqu'un qui est passionné par cet univers et de lui poser des questions. Ça m'est arrivé, étant un espèce d'uber fan de ces univers, de me retrouver dans des pièces, dans des soirées, avec des gens qui me posent des questions sur ces univers, et tel un barde, je réponds un petit peu à leurs questions, et je trouve que, à la fois on peut pas tous avoir une connaissance encyclopédique et pratiquer le hobby comme ça, mais c'est vrai que c'est assez beau parce que l'univers de Warhammer 40 000, notamment, et Fantasy, Battle et Age of Sigmar le sont aussi, mais ce sont des univers très fragmentés dans lesquels on peut pas vraiment tout connaître. Et puis ce sont des univers qui changent tout le temps au fur et à mesure des éditions et tout. Donc on est quelque part un peu détenteur d'un savoir qui est subjectif, mais il y a quelque chose d'assez sacré dans ce rôle un peu du barde, du ménestrel qui au coin du feu va vous raconter ces univers. Et je trouve ça super bien. Parce qu'effectivement, il y a une question de point de vue, il y a une question de fragments, il y a une question de... On n'est pas dans une interprétation objective de Warhammer 40 000. Jamais, parce que de toute façon, lui-même, c'est un univers qui se raconte de manière subjective. L'exemple que je donne souvent, c'est qu'il y a des erreurs de date, des erreurs de canon qui sont utilisées par les concepteurs et les auteurs de Games Workshop qui disent « Ah oui, bah là, par exemple, les Necrons à la base, ils n'avaient pas de personnalité, et puis en V5, ils ont commencé à avoir une personnalité propre. Est-ce que c'est parce que Games Workshop a changé ? Oui, c'est parce que Games Workshop a changé son idée des Necrons, mais... Dans l'univers, dans la diégèse de Warhammer 40 000, c'est parce que on nous dit qu'il y a des scribes de l'Imperium qui, en observant brièvement les Nécrons, se sont dit ils n'ont pas l'air d'avoir une conscience, une personnalité propre. Et puis au fur et à mesure des années, des enquêtes de l'Ordo Xenos, on découvre que les Nécrons, finalement, ont une personnalité propre, et on intègre ça dans le lore, et ça passe comme une lettre à la poste. Donc c'est un univers qui change tout le temps, on peut pas le connaître. Donc finalement, il y aura toujours des mèmes, mais il y aura aussi toujours des gens qui sont à votre disposition, et si vous m'écoutez et que vous avez ce savoir-là, franchement, je vous invite à le partager le plus possible, je sais pas, sur les réseaux sociaux, en vrai, à intervenir quelque part dans vos soirées jeux, vos soirées peinture, peu importe, mais faire office de barde et de discuter de tout ça. Moi, j'ai souvent cette anecdote où je m'étais réuni un week-end Warhammer avec des potes, je crois le tout premier qu'on a fait, et que je salue, les ghouls, elles se reconnaîtront, et on parlait des Blood Angels, et on avait tous un peu une vision différente de ces Space Marines, un peu en fonction de à quelle époque on avait commencé, qu'est-ce qu'on avait lu, qu'est-ce qu'on avait vu, et c'est ça qui est génial, et c'est, je pense, tellement plus riche qu'un mème qui, par exemple, caricaturerait les Blood Angels en simple Space Marine vampire. Donc voilà, je vous invite à faire ça, et je vous invite à, du coup, revenir quelque part à une époque où on transmettait ce savoir individuellement, ou en petits groupes. Ça n'échappe pas aux exagérations, ça n'échappera pas non plus aux imprécisions, mais ce seront des imprécisions et des exagérations qui seront plus créatives, que plus personnelles, liées quelque part à notre propre expérience, à notre découverte du hobby, et un peu moins influencées par la viralité des réseaux sociaux, leurs algorithmes, etc. Bien sûr, ce serait dommage finalement d'arrêter de partager des mèmes pour autant, et je pense qu'il faut continuer d'en rire, il faut continuer d'en créer, mais je trouvais que c'était intéressant via ce podcast, et peut-être via la discussion qu'il va provoquer avec vos amis dans le hobby, d'interroger pourquoi ces mèmes sont devenus si populaires, est-ce qu'ils avaient de bons comme de moins bons, pour ne pas tomber effectivement dans un côté vieux con et de dire Warhammer 40 000 et les autres c'était mieux avant les mèmes. Non, c'est pas du tout ce que je pense. Par contre, je pense que la viralité et la nature des mèmes sont telles qui sont capables de transformer et même de dénaturer un univers, que ce soit un Warhammer 40 000 ou d'autres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, je sais pas, suivi des phénomènes un peu culturels, je sais pas, Game of Thrones, les films Marvel, etc. Il y a énormément de mèmes autour de ces univers qui finissent aussi par retirer un peu de mystère, un peu de saveur à ces mondes, et je trouve ça assez dommage, surtout quand on sait à quel point les gens sont passionnés par tous ces personnages, leurs factions, l'histoire de ces univers fictifs. Alors moi je trouve ça toujours, en tant que auteur, quelqu'un qui écrit, je trouve ça absolument fascinant, et je continue de trouver ça fascinant, et je trouve qu'au contraire, en fait, la viralité du mème a parfois tendance à simplifier des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à explorer. En fait, c'est un mème, il y a un début, il y a une fin, on le voit, on le lit, on le partage, on l'oublie. Il y a quelque chose d'assez immédiat, et au contraire, je trouve que Warhammer 40 000, les univers de Warhammer spécifiquement, sont des univers qui sont
qui s'apprécie sur la durée, qui se découvre petit à petit, on trouve des niches, des coins qu'on adore plus que d'autres, des factions, des persos, et même après, je pense, pas loin de 20 ans dans le hobby maintenant, je découvre encore des choses et j'ai encore envie d'explorer cet univers, j'ai l'impression que j'en ferai jamais le tour, et c'est ça que je veux pour Warhammer 40 000, et un peu moins une espèce comment dire, de catalogue, si vous voulez, de deck de cartes de mèmes, qui, certes, nous permettent d'appréhender cet univers, mais parfois ont tendance à le réduire à une forme que je trouve finalement un petit peu dommageable et, pour le dire franchement, vidé de sa substance. Donc si vous pouvez, si vous en avez les moyens, les connaissances et l'envie, bien sûr, n'hésitez pas à continuer à propager, à partager vos secrets et votre découverte des univers de Warhammer, et bien comme ça, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, de podcast ou que sais-je, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission orale dans ces univers-là, et moi il y a énormément de gens qui m'ont appris des choses sur ces univers parce qu'on se rencontrait autour d'une table de jeu, ou alors en peignant dans un games workshop avec des gens qui ont commencé plus tôt que nous, plus tard que nous, et je trouve que ces perspectives-là sont beaucoup plus riches et intéressantes que ce que les mèmes, en tout cas les mèmes les plus récents, ont tendance à nous proposer. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez et si vous le voulez, à vous inscrire dans cette tradition et puis à me partager vos plus belles anecdotes de ce point de vue-là. Voilà pour ce nouvel épisode sur les mèmes. Petite conclusion, finalement je vous invitais à partager vos histoires et partager votre connaissance des univers de Warhammer. Si ça vous intéresse de le faire, vous pouvez le faire avec mon aide. Tout simplement en partageant et en notant ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également partager un maximum de savoir grâce à Third Edition, qui est mon éditeur, l'éditeur du livre Dans les méandres de Warhammer 40 000, sculpter la guerre, un titre qu'il fait bon prononcer, mais donc un essai que j'ai écrit sur l'histoire de Warhammer 40 000 en tant que jeu, en tant qu'univers, et aussi en tant que hobby, en tant que phénomène social également. Donc on n'y parle pas tellement des mèmes, mais on y parle de comment cet univers est devenu le wargame le plus populaire du monde, donc c'est forcément connecté à cette diffusion et à cette viralité dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et sachez qu'à chaque fois que vous notez le podcast, que vous le partagez, que vous achetez le bouquin, là c'est encore mieux, mais je veux dire, vous faites un énorme pas dans ma direction, vous m'aidez énormément, donc vraiment je ne saurais que trop vous remercier si c'est déjà fait et si vous le faites à nouveau pour cet épisode. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à me partager vos mèmes préférés, votre avis sur les mèmes, et nous dire aussi comment vous diffusez cette connaissance du hobby que nous avons toutes et tous. Avant de vous quitter, un peu de hobby. Alors qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps ? Je me tourne vers mon atelier parce que j'en ai plus vraiment le souvenir. Ah oui, je suis toujours sur de la garde impériale, c'est surprenant. Mais j'ai peint donc pas encore toute l'unité, mais j'ai eu la chance pour mon anniversaire fin novembre d'avoir de la part de mes frères les nouveaux cavaliers d'Attila pour la garde impériale que j'ai voulu immortaliser dans une direction un peu plus napoléonienne. C'est vrai que ma garde impériale a une inspiration légèrement l'armée française à travers les âges. Bon, c'est très léger, honnêtement. Il y a peut-être une tendance à avoir des képis et quelques symboles qui sont plus volontairement associés aux armées françaises, mais c'est pas forcément hyper flagrant. Par contre, je me disais comment j'incarne ça sur des cavaliers. Et j'ai forcément pensé à la grande armée de notre cher Napoléon, qui était connu pour avoir pas mal de cavaliers différents. Donc j'ai été chercher des cuirasses et aussi des têtes alternatives chez Anvil Industries, qui est un site britannique qui est un petit peu cher, je vous le conseille quand même, la résine est de qualité et je trouve que les têtes notamment qu'ils font sont vraiment belles et assez inspirées, parce que les sites de revente ou de third party, comme on dit, les proxys, etc., je trouve que ça colle pas toujours avec l'esthétique de ces univers tels que je me la figure en tout cas. Et Anvil Industries, la plupart, vraiment, je trouve, sont vraiment compatibles. Donc du coup, j'ai changé les torses et les têtes de mes cavaliers. Et j'étais pas sûr de pouvoir le faire au départ, mais j'ai aussi remplacé les lances par des sabres. Par chance, j'avais suffisamment de sabres pour équiper les 5 cavaliers, parce que j'en avais 4 et il y en a un dans le kit. Donc mes cavaliers n'ont pas de lance. Je
vous posterai une petite photo whip, parce que toute l'unité n'est pas encore terminée, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je suis assez content parce que même sans la lance, je trouve que la silhouette est toujours bien équilibrée. Ça me tient à cœur quand même qu'on reconnaisse via les conversions les figurines, et je suis très content de ce que j'ai fait d'un point de vue conversion et d'un point de vue peinture aussi, même si c'est ouh là là, tellement chronophage, la cavalerie de manière générale, mais alors là, ils ont vraiment abusé parce que il y a des espèces de capes sur l'avant du cheval, il y a des poches partout, il y a 2 espèces de couvertures sur le canasson, les cavaliers sont eux-mêmes sur des manteaux longs. Il y a énormément de détails pour une unité qui vaut, je crois, 60 ou 70 points. Donc c'est à peu près 60 ou 70 heures que j'aurais passé sur cette peinture. Enfin, pas loin, je pense. Franchement, je suis un peintre assez lent et c'est quand même des figurines qui demandent beaucoup de soins. Je pense qu'il y a moyen de les peindre un peu plus rapidement aussi, mais c'est vrai que quand vous avez beaucoup de tissu sur le cheval et beaucoup de tissu sur votre cavalier, vous avez envie un peu d'avoir des couleurs un peu différentes. Donc si ça vous arrive de vouloir en peindre ou d'en faire, pensez bien à comment répartir, c'est un petit peu mon conseil, ces couleurs-là, et essayez de bien séparer le cavalier du cheval le plus possible. Vous verrez que Games Workshop, par exemple, a utilisé des bleus et des rouges sur le cheval comme sur le cavalier, mais c'est pas les mêmes bleus et les rouges. Donc ça crée une uniformité tout en créant une différence. C'est un petit peu paradoxal, mais il faut souvent savoir jongler avec ce genre de notions pour pouvoir immortaliser vos figurines de la meilleure manière qu'il soit. Sinon, avant ça, début janvier, je me suis lancé dans une petite campagne narrative. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, je ne crois pas, avec Raphaël et Thomas, qui sont mes compagnons de jeu les plus récurrents ces derniers temps, qui sont tous les deux passés dans Raconte-moi Warhammer, donc allez écouter leurs petites interviews. Du coup, pour ça, j'avais des idées de péripéties. Et donc j'ai commencé à attaquer un peu des figurines qui traînaient dans ma pile of shame et qui, je pense, pouvaient faire de bonnes péripéties. Thomas et Raphaël écoutant ce podcast, je vais pas révéler tout, mais c'est vrai qu'il y a des Space Marines, il y a des morceaux de décor, il y a des choses comme ça. Donc du coup, je trouve que c'est assez intéressant de le faire comme ça. Je vous le conseille aussi également si vous vous lancez dans une campagne narrative. Ça demande forcément un petit peu plus de taf en amont, mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez forcément faire une campagne avec les armées que vous avez, mais on a tous un petit peu un début de projet, des figues qu'on a achetées dont on ne sait plus trop quoi faire, et ça peut être l'occasion non pas de les revendre ou de les intégrer, d'attendre que le projet devienne plus gros, mais de se dire, tiens, il y a par exemple 20 cultistes qui traînent, est-ce qu'il pourrait pas, à un moment, dans une game, entre, je sais pas, des Space Marines et des orques, est-ce qu'on pourrait pas voir apparaître une vingtaine de cultistes qui, en fait, sont là depuis le début, sur le champ de bataille, parce qu'il y a un temple du chaos pas loin, et que, du coup, ils se disent, c'est l'occasion de prouver notre valeur. Enfin, voilà, ce genre de petites péripéties, un peu façon, Donjons et Dragons, jeu de rôle de manière générale, je trouve que c'est un bon moyen de se motiver pour faire un petit peu ce qui traîne dans la Pile of Shame et dont on verrait peut-être pas à première vue le potentiel, mais voilà, en fait, une péripétie, c'est un potentiel comme un autre, on n'y pense peut-être pas forcément, il faut jouer aussi en narratif, c'est pas le cas de tout le monde, mais honnêtement, là, le narratif que je fais est très léger, il y a peut-être une péripétie et des objectifs spécifiques ou deux par partie, mais c'est pas vraiment quelque chose d'extrêmement complexe que j'ai essayé de faire. 3 games par joueur, 2 joueurs, moi je fais un peu le rôle de MJ, d'ailleurs je vous recommande aussi ça, on joue le plus souvent à 3 en ce moment, avec une sorte de MJ qui va à la fois raconter le scénario, aider les 2 joueurs, parfois incarner une unité spécifique, par exemple il y a une péripétie comme je vous le disais tout à l'heure, donc franchement c'est vraiment plutôt une belle manière de jouer, et de faire du narratif sans forcément faire reposer sur les épaules d'un seul joueur toute la charge un petit peu mentale de création d'histoire, de comment ça va se passer, etc. Enfin, c'est certainement une expérience que j'ai beaucoup aimée, et si ça vous intéresse, je pourrais toujours faire un petit épisode en solo sur les campagnes narratives une fois que j'aurai terminé ma première, pour en tirer des conclusions et des choses un peu à la manière de mon épisode sur le fluff, que vous pourriez utiliser de votre côté, parce que c'est vrai que là je profite un petit peu de mon expérience professionnelle et de ce côté là pour pouvoir tester des petites mécaniques narratives que je trouve assez sympa. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, j'aurais fait beaucoup cette demande dans l'épisode et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et on arrive sur la fin de cet épisode. Petite précision, du coup là je suis revenu en fait en solo, c'était pas prévu, je devais vous offrir un autre Raconte-moi Warhammer avant cela, et de manière générale j'ai vu que les stats avaient
tendance à s'améliorer et que vos retours étaient un peu plus positifs, alors non pas que j'ai reçu énormément de retours négatifs, mais disons que vous étiez plus enthousiaste à l'idée de retrouver des conversations au sein de Landrider, donc j'ai demandé du feedback, je l'ai reçu, je l'ai entendu, croyez-moi bien. Ce qui est arrivé, c'est que mon invité a eu une petite péripétie justement la semaine où on devait se retrouver, et moi par la suite j'en ai eu une grosse, c'est-à-dire que Papa Durgueul est revenu me visiter avec un Covid assez carabiné qui m'a obligé à repousser eh bien, d'une part notre rencontre, mais aussi tout le travail que je fais un petit peu en amont sur eh bien, les sujets que j'aurais envie d'aborder, la préparation, les recherches, parce que je tiens à le rappeler, c'est voilà, quelque chose que je fais sur mon temps libre, qui pourrait avoir un Patreon, un petit truc de soutien, etc. Vous êtes beaucoup à me le demander et c'est super gentil de votre part, mais je sais même pas si j'aurai le temps aujourd'hui, ni même l'envie en fait d'administrer aussi eh bien, cette partie-là pour le podcast, surtout que je suis pas sûr de pouvoir le continuer, on va dire, sur la longue durée. Mais en attendant, j'ai envie de vous faire kiffer avec eh bien, des discussions. Donc les discussions reviennent, les podcasts à deux vont aussi revenir. C'est simplement de par la maladie, de par le poxwalker que j'étais devenu pendant quelques semaines, mais je n'avais pas d'autre choix que de préparer un épisode de mon côté. Donc j'espère que malgré tout, que cet épisode sur les mêmes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à très vite pour un futur épisode du Landrider, cette fois en charmante compagnie. Des bisous, ciao. Bonus. Trax.